Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler des problèmes sociaux. Donc forcément on va parler de deux cas de figure, c'est-à-dire le profil surdoué et le profil Aspi. Donc les Aspi ce sont les autistes Asperger. Donc pourquoi je parle des problèmes sociaux? Eh bien parce que ça va impacter pas mal la vie de ce type de personnes, parce qu'on le sait tous, l'être humain est surtout un être social. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, c'est que forcément, quel que soit votre profil, vous allez forcément être au milieu de personnes de votre plus jeune âge à votre plus vieux âge. Pourquoi? Parce que la société est conçue de façon à ce que c'est assez difficile de se retrouver tout le temps isolé. Vous allez inévitablement être en relation. Déjà, votre vie commence généralement par être en relation avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec éventuellement aussi ensuite les cousins, etc. et votre famille élargie. Donc, vous l'aurez compris, vous naissez dans une famille, vous naissez entouré d'autres personnes et même si vous n'avez pas nécessairement conscience de ça, vous êtes vraiment en interaction permanente toute votre vie avec toute une série de personnes. Vous pouvez bien sûr limiter les interactions, mais vous aurez d'office des interactions. Et ces interactions-là seront positives ou pas. Ça veut dire que effectivement, déjà, le lien qu'on va avoir avec principalement notre mère au tout début de notre vie va être capital. Ensuite, on va se tourner vers le père et ensuite, on va se tourner vers les frères, sœurs et de plus en plus, on va se tourner normalement vers des personnes moins proches, familialement en tout cas, et qui peuvent aussi rentrer dans notre vie, soit parce que nous l'avons décidé ou soit par concours de circonstances. Concours de circonstances comme par exemple l'école, comme par exemple la crèche, comme par exemple aussi les interactions que nous aurons tout au long de notre vie si nous avons une passion particulière, donc dans le cadre d'activités par exemple artistiques, manuelles, sportives, etc., etc. Effectivement, c'est difficile de ne pas être en lien. Et donc du coup, quand on a peur des contacts sociaux, quand on sait que ce n'est pas notre force, eh bien, ça peut poser problème. Ça veut dire aussi que on est tout le temps en train de se développer à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on ne naît pas sociable directement, on apprend à le devenir. On apprend ça en fonction des interactions qu'on aura eues. Évidemment, plus elles sont positives, plus évidemment on a de chances d'avoir de bonnes relations. Alors, on peut se dire c'est déterminant, du coup, si on a eu une bonne relation avec la mère ou pas. C'est déterminant et ça ne l'est pas. Ça veut dire qu'à un moment de notre vie, on va pouvoir aussi choisir et on choisit à chaque instant. Est-ce que je continue avec ça ou est-ce qu'au contraire je laisse ça de côté? C'est un choix perpétuel. Ça veut dire aussi qu'on peut renoncer à avoir des relations. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir comme croyance qu'on est incapable d'avoir des relations. C'est pas toujours le cas. On peut tout à fait avoir comme croyance que l'on ne peut pas avoir de bonnes relations, justement parce que au niveau familial ça s'est pas vraiment bien passé, peut-être dans la petite enfance on a eu des mauvaises expériences, peut-être qu'il n'y a pas eu que des mauvaises expériences, mais on a surtout regardé les mauvaises expériences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement on peut apprendre à être plus sociable si on le décide, si on le souhaite et si ça a une fonction pour nous. On peut apprendre à être moins sociable, à s'isoler davantage, à avoir aussi de la joie de vivre dans l'isolement, dans la solitude. Et je pense qu'on se construit par rapport aux deux. Donc, vous allez entendre beaucoup, très souvent, que c'est important d'être sociable. Vous n'allez pas entendre souvent que c'est important d'être seul. Et pourtant, ça l'est aussi. Et pourtant, quand vous avez besoin de travailler, quand vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne, peut-être que justement vous n'avez personne à emmener avec vous parce que vous n'avez pas trouvé une autre personne qui est passionnée comme vous ou parce que simplement ça vous empêcherait de travailler, de vous concentrer ou de suivre vos propres idées, vos propres cheminements et peut-être aussi simplement parce que vous n'avez pas envie d'embarquer quelqu'un avec vous, parce que vous n'êtes pas sûr de la destination, parce que vous fonctionnez par essai et erreur, comme souvent quand on crée quelque chose d'important. On va tester, on va se tester et donc finalement on n'a peut-être pas envie à ce moment-là d'être en interaction. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie à certains moments d'être en interaction, ça veut dire qu'à ce moment-là on n'a pas envie. Donc est-ce qu'on est associable pour autant? Eh bien non. Donc autrement dit, attention de faire des raccourcis, c'est pas parce qu'une personne aime bien être tout seul que cette personne-là n'aime pas être avec d'autres personnes, c'est pas parce qu'une personne est très sociable ou paraît très sociable qu'elle n'aime pas la solitude. Vous avez deux choses différentes là et on va équilibrer ça différemment en fonction de sa personnalité et en fonction aussi du fait qu'on soit conscient ou pas
de ce qui est important pour nous et de ce qu'on veut nous à ce moment-là. Donc, on peut tout à fait faire des choses dans la vie, comme par exemple un voyage, non pas pour découvrir un pays, mais plutôt pour rencontrer des gens. Alors qu'on part tout seul, on pourrait paraître complètement pas très sociable. Donc attention aux raccourcis. Vous avez des types de personnalités où c'est plus difficile pour eux d'apprendre à être sociable. Nous avons effectivement les aspis. Quand quelqu'un est dit autiste, la première chose que la personne se dit, c'est que celui-là, il n'est pas sociable, qu'il va être bizarre, qu'il va avoir donc des comportements, des gestes particuliers d'autostimulation. C'est quoi? Ce sont les balancements, ça peut être aussi des tics particuliers au niveau du langage, au niveau du visage. Donc, autrement dit, aussi un comportement plus replié, plus renfermé. Donc, tout ça est dû à du stress. Donc le besoin de s'auto-stimuler généralement est dû à plus de stress et l'interaction sociale peut être plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, ça veut dire qu'elle est plus difficile parce que la personne est plus stressée. Donc ça, ce sont les aspis. Les surdoués sont généralement plus stressés, pas tellement par le fait qu'ils ne sont pas capables fonctionnellement parlant, parce que eux aussi ont cette hypersensibilité. Ils vont prendre beaucoup plus à cœur, si vous voulez, quand quelque chose se passe mal. Donc du coup, vont être impactés émotionnellement beaucoup plus fort quand ils vont être rejetés, ce qui va leur arriver plus souvent. Mais fonctionnellement, les surdoués sont tout à fait sociables. Ça veut dire quoi? Ils sont capables, s'ils le décident, de rentrer en relation et d'avoir de bonnes relations. Donc ça, c'est important que ça soit dit, parce que souvent, on va associer la surdouance avec une sorte justement de handicap social, ce qui n'est le cas que quand justement ça n'a pas été travaillé. Donc ça peut être le cas effectivement suite à du harcèlement, par exemple scolaire, par exemple aussi sur le lieu de travail. Et donc du coup, la personne peut se dire, du coup, je ne suis pas sociable, ce qui est faux et archi faux. Et en fait, cette personne-là va se connecter avec certaines personnes, en particulier d'ailleurs, ce sont généralement des personnes plus intelligentes que la moyenne, plus créatives, plus artistiques, plus passionnées par les animaux par exemple. Donc parfois des personnes aussi de haut QI ou avec des personnes plus sensibles. En fait, la personne va se connecter plus facilement avec des personnes qui fonctionnent plus de façon similaire. On est aussi en tant que surdoué passionné par les gens qui ressemblent pas du tout à son profil. Ça peut être le cas, mais du coup il faut se faire comprendre par l'autre. Donc dans ce cas-là, c'est surtout quand on se comprend bien soi-même et qu'on s'apprécie bien soi-même qu'on va pouvoir connecter avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc le surdoué, en fait, est tout à fait capable d'être très, très sociable. L'aspi, par contre, c'est plus compliqué, non pas parce que c'est pas une personne sociable à la base ou qui ne souhaite pas se connecter à l'autre, mais parce que cette personne-là va prendre beaucoup plus frontalement tout ce qui est stimulation, et donc tout ce que l'autre fait, dit, veut, comment il agit, quel bruit il fait, quelle odeur il a, tout ça va être beaucoup plus impactant pour l'aspi. Donc si vous voulez, l'aspi, c'est quelqu'un qui est hypersensible aussi, mais qu'il est davantage que le surdoué parce que cette personne ne sait pas mettre de filtre, si vous voulez. Donc, reçoit encore plus d'informations du monde, etc., tout en même temps, et donc, du coup, va ressentir beaucoup plus de stress encore que le surdoué, qui déjà aussi stressé, généralement. Le surdoué est stressé surtout quand il ne maîtrise pas les choses, quand il n'a pas l'impression qu'il va pouvoir gérer. Quand il a confiance en lui, généralement, il se dit « Ok, je vais trouver des solutions, du coup, je stresse moins, du coup, j'arrive plus facilement à rentrer en interaction avec les autres. » Je décide aussi d'être moi. Donc ça, le point commun entre aspi et surdoué, c'est que l'un et l'autre ne doivent pas chercher à se changer. Ils doivent s'accepter comme ils sont, s'aimer comme ils sont. Et c'est parfois très compliqué. L'un et l'autre ont appris à mettre des masques. À la différence que le surdoué sait mieux s'adapter que l'aspi, parce que l'aspi, à un moment donné, le fait d'être hyper stressé, ils vont devoir se stimuler, donc commencer à se balancer, etc. Donc, autrement dit, de l'extérieur, on va commencer à voir qu'ils ont des comportements un peu particuliers, ou qu'ils pètent un câble, qu'ils ont une sorte de décharge émotionnelle. Les émotions, tout d'un coup, vont se libérer, vont sortir comme une casserole qu'on aurait mis sous pression à un moment donné, qui va exploser. Et ben, un aspi, c'est vraiment ça, parce qu'ils ont beaucoup moins de filtres entre la stimulation, l'hyperstimulation qui vient de l'extérieur, etc. Et comment ils peuvent gérer ça du fait que justement ils sont déjà stressés et se stimulent eux-mêmes pour se rassurer en fait. Donc c'est complètement autre chose que des personnes qui vont avoir des TOC, donc qui vont se stimuler aussi ou avoir des comportements un peu bizarres, justement vus, perçus comme bizarres de l'extérieur, parce que comportement répétitif, action répétitive, quelque chose en tout cas qui va
mentionner qu'il se passe quelque chose au niveau stress dans l'être en question, mais le TOC, c'est plutôt quelque chose qui est une bizarrerie qui va en fait non pas calmer l'individu, mais quelque part l'exciter encore plus. Donc quand c'est vraiment dû à du stress, ça va entretenir le stress chez une personne lambda, donc ça ce sont plutôt des TOC. Chez une personne aspi, ça va le calmer, ça va le rassurer, ça va lui donner l'impression en fait de maîtriser quelque chose dans tout ce qui est immaîtrisable, dans toutes ces stimulations, que ce soit sensorielles. Donc les aspis sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est corporel que les surdoués qui, eux, arrivent mieux en tout cas à mettre un filtre, on va dire, à supporter mieux certaines stimulations. Donc, ce sont aussi des personnes qui sont très stimulées, les surdoués, mais donc ils arrivent beaucoup plus à avoir un contrôle là-dessus, en tout cas avoir cette impression, et ils sont intelligents au point d'avoir des stratégies, si vous voulez, pour s'adapter. Bien sûr que les aspis peuvent aussi avoir des stratégies, mais leur stratégie à eux, ce sera surtout justement de s'isoler beaucoup plus. Donc un aspi a plus tendance à s'isoler qu'un surdoué. Le surdoué va se dire « Ah, j'arrive pas à connecter socialement, donc je suis triste de ça. » Et ça, c'est un lien avec les deux. L'aspi aussi va se dire « J'arrive pas à être accepté, etc. Je voudrais bien avoir des amis, etc. J'y arrive pas, je suis triste de ça. » Donc ça peut être la même souffrance, mais à la différence que le surdoué, il va trouver beaucoup plus des stratégies et va tenter beaucoup plus de choses, généralement, que l'aspi. Lui, sa stratégie, ça va être se remettre en retrait. Alors, le surdoué peut aussi se mettre en retrait par déception et tout ça, mais a beaucoup plus de possibilités de supporter les hyperstimulations, les frustrations, et beaucoup moins impacté au niveau, si vous voulez, de la sensibilité. Donc, du coup, la sensibilité de l'un et de l'autre est très élevée, mais n'est pas exactement la même, en tout cas pas gérée tout à fait de la même façon. Comme je l'ai dit, l'autisme est associé généralement à quand même un handicap, une forme de handicap, parfois même reconnu et donnant parfois lieu à des subsides dans certains pays. Donc effectivement, la personne autiste, malheureusement, on va l'associer avec quelque chose de l'ordre du handicap. Ce qui est positif et négatif. Donc positif parce que éventuellement droit à des allocations et donc peut-être par rapport à certaines personnes vont être plus tolérantes, plus conciliantes. C'est souvent pas vrai, il y a quand même pas beaucoup de personnes qui sont conciliantes et qui autorisent les autistes justement à être comme ils sont, comme justement par rapport aux surdoués où il y a aussi beaucoup de rejets, etc. parce que différents. Donc dès qu'on rentre dans une catégorie qui est différente, eh bien, malheureusement, on est facilement rejeté. Donc ça, il y a des chemins de vie qui sont vraiment équivalents, des histoires de vie équivalentes. L'autisme, par contre, se sentira mieux dans quelque chose de très routinier que le surdoué pas. Le surdoué, il a besoin de stimulation, mais des autres aussi, du monde aussi, de l'extérieur aussi, que l'autisme, lui, il va moins être à l'aise avec ça. Généralement, ça va justement faire en sorte qu'il se décharge, qu'il pète un câble à ce moment-là. Donc, les autistes ont vraiment un franc-parler encore plus important que le surdoué. Le surdoué peut parfois avoir un franc-parler, mais plus être de la taquinerie, etc. Beaucoup d'humour chez le surdoué. L'Asperger a aussi son propre humour, mais généralement un humour qui n'est compris que par les autres aspis, quand c'est compris par les autres aspis, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Donc, en fait, les aspis sont beaucoup plus à tendance à se renfermer. On peut pas dire non sociable parce que c'est pas ça non plus. Ils peuvent être sociables, mais ils ont beaucoup plus de chances de terminer seul, on va dire, ou de vivre seul et d'apprécier ça. Que le surdoué a beaucoup plus de chances au final de trouver des stratégies parce qu'il va essayer beaucoup de choses. Et une fois qu'il aura trouvé, eh bien ça va être un être extrêmement sociable. Il saura exactement comment il doit se comporter dans quelle situation. Donc il va comprendre très bien tout ce qui est règles en place sociétale, si vous voulez. Donc du coup, il peut en faire une force aussi. Que l'aspi, généralement, ça lui reste imperméable. Il comprend pas généralement pourquoi telle personne fait telle chose. Il sait, en analysant que dans telle situation, généralement, on fait telle chose, il peut se conformer, mais il comprendra pas le pourquoi, quel sens ça a, pourquoi les gens font ça, etc. Que le surdoué, non seulement il va comprendre pourquoi, mais en plus il va se dire, si je donne exactement à l'autre ce qu'il cherche, je vais pouvoir éventuellement avoir ça et ça et ça et ça, ce qui fait parfois dire justement que le surdoué est quelqu'un de manipulateur. Donc effectivement, vous retrouvez chez ces deux profils de gros problèmes sociaux, avec aussi un choix à faire qui est, est-ce que je décide d'être plus sociable, d'essayer encore ou pas?
de me mettre en retrait ou pas. Et donc la solitude est vraiment importante pour ces deux profils parce qu'on peut créer quelque chose vraiment, généralement pour les hauts QI aussi, hein, qui sont parfois pas super sociables non plus d'ailleurs, ça dépend, parfois oui, parfois non. Eh bien justement, ces personnes à haut QI sont des personnes qui n'ont pas cette hypersensibilité, qui ne sont pas impactées comme ça par leur stress, par une vie très intense intérieurement, donc qui ont une intelligence très froide, mais qui ont aussi tendance à s'isoler pour créer quelque chose au niveau intellect. Mais ça va être très intellectuel et parfois même un petit peu difficile justement d'accès pour, on va dire, les neurotypiques. Les neurotypiques vont se connecter plus facilement avec un surdoué qui va justement plus facilement proposer à celui qui est un peu plus sensible de la sensibilité, celui qui est plus intellectuel de l'intellect, etc. Donc le surdoué, si vous voulez, il a beaucoup plus de possibilités à offrir à l'autre. Il a beaucoup plus de panels de possibilités, de choses avec lesquelles il peut jongler, parce que justement, il y a l'autisme en moins quelque part. On peut dire qu'un Aspie, c'est quelqu'un qui est aussi surdoué, donc qui a cette hypersensibilité, mais qui est encore plus impacté par ses émotions, et donc du coup, la difficulté est de gérer tout ça, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est vie intérieure, qui est très riche chez l'Aspie. Et donc du coup, effectivement, le problème, c'est que ça peut devenir encore plus handicapant. Ça se voit plus chez un Aspie que chez un surdoué. Et on pourrait parler de questions de degré d'hypersensibilité et aussi de degré de filtre au niveau je gère les émotions des autres, l'impact que le monde a sur moi. Donc, le surdoué et l'Aspie vont avoir cette capacité de se déconnecter beaucoup plus du monde extérieur. L'Aspie recherche d'ailleurs cette capacité-là parce que ça le protège énormément. Surdoué aussi, mais un petit peu moins. Surdoué va être plus d'ailleurs dans le élaborer des stratégies, proposer à l'autre, etc. Et plus vu comme manipulateur que l'Aspie est incapable de manipuler. Mais très manipulable aussi, hein. C'est quelqu'un qui peut être très manipulable aussi. Ce sont deux profils qui vont être sélectionnés de préférence par les pervers narcissiques, parce que justement l'Aspie peut être très crédule, très gentil aussi, a une pureté comme ça à ce niveau-là, mais peut se mettre dans des colères très très importantes. Hein. Surdoué peut être colérique, mais il sera moins que l'Aspie, ça va être moins un déversement, si vous voulez, d'émotionnel, donc il va se gérer mieux, on va dire s'analyser beaucoup plus aussi. Généralement, les Aspies s'analysent moins. Donc vous avez comme ça un fonctionnement qui est différent de l'un à l'autre, mais en même temps très 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 proche, très très semblable aussi. Et alors, parfois, vous avez un surdoué qui essaye de faire un couple avec un Aspie avec un surdoué. C'est pas quelque chose de bizarre, ça arrive très très fréquemment. Mais le problème de ce couple-là, c'est certainement que le surdoué va avoir envie d'aller vers l'extérieur, pas toujours y arriver, mais avoir en tout cas une envie qui est très forte de découvrir le monde, d'avoir besoin de stimulation, de justement pas être dans une routine. Et l'Aspie, lui, a besoin de sa routine, parce que sinon c'est angoissant. Aussi, l'Aspie, généralement, peut ne pas vouloir d'enfant, peut ne pas vouloir être entouré, etc. L'Aspie, donc, peut ne pas vouloir tout ça. Alors attention, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai renoncé à ça ou est-ce qu'au contraire je ne veux pas fondamentalement ça parce que je suis plus heureux autrement et que moi c'est mieux comme ça. Le surdoué, lui, va plutôt avoir beaucoup de relations. Hein. Quand en fait il a compris comment ça fonctionne, il va se connecter avec beaucoup de monde et va prendre plaisir à répéter ça. Donc une fois qu'il a compris comment ça fonctionnait, bien sûr que dans le passé il a été rejeté, etc. Une fois qu'il s'accepte lui-même, etc., il a moins de chances d'être rejeté parce qu'il s'assume complètement et qu'en plus il peut s'adapter aux autres avec humour, etc. et renvoyer ça à l'autre. Donc il a beaucoup plus de chances de se connecter aux autres en fait. Donc le problème social sera beaucoup plus important chez l'Aspie que chez le surdoué. Et quand vous avez comme ça un couple Aspie-surdoué, ça peut fonctionner très bien si le surdoué a besoin de routine et d'être rassuré lui aussi, parce que quelque part l'Aspie il va être très fiable, très loyal comme ça, il va aussi avoir cette pureté de cœur, etc. que le surdoué adore. Aussi, il n'aime pas ce qui est faux, l'Aspie non plus, donc justement, ça va se connecter pas mal. Mais en même temps, le surdoué étant quelqu'un qui est quand même un peu stressé, ça peut stresser l'Aspie, ils peuvent se stresser mutuellement en fait. Et aussi, eh bien, le risque c'est qu'à un moment donné, l'un ait envie de découvrir le monde, tandis que l'autre a envie de se replier sur soi. Et du coup, ça peut créer des ruptures au niveau relationnel. Ce qui va blesser l'un et l'autre, mais ce qui va blesser généralement plus l'Aspie qui va lui rester plus chez lui à, entre guillemets,
se dire mince, ça n'a pas fonctionné, etc. Et pendant ce temps-là, le surdoué sera en train de découvrir le monde, connecter à d'autres, etc. et avancer du coup sur son chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'en aura pas mal, hein. Ça veut dire qu'en fait, il va s'en remettre plus vite, il va avancer plus vite vers autre chose. Donc l'adaptation, on peut dire, du surdoué est plus grande, mais l'adaptation à ce que le surdoué veut. Parce que, évidemment, le risque est toujours d'aller s'adapter à tout et n'importe quoi et à ce qui n'est pas soi. Et l'aspi a exactement le même risque, s'adapter à ce qui n'est pas soi. Sauf que l'aspi, généralement, à un moment donné, ça va se voir que c'est pas lui. Donc ça va transparaître beaucoup plus chez l'aspi que chez le surdoué. Mais de toute façon, inévitablement, le normopensant, la personne qui est dans la norme, rappelons qu'un normopensant, c'est ça, c'est une personne qui serait dans la norme, tout en sachant que, au final, on est nombreux à ne pas être dans la norme. Il y a toujours un bout qui dépasse, comme je dis, que c'est difficile de rentrer dans une case, mais si on prend la personne lambda, hein, la personne dans la norme, classique, on va dire, eh bien cette personne va détecter de toute façon des particularités, des bizarreries aussi, chez l'aspi et chez le surdoué. Ça va se voir beaucoup plus chez un aspi, déjà par justement l'autostimulation, hein, tout ce qui est balancement, etc. On voit peut-être plus monocorde, impossibilité de l'autre, par exemple, à s'adapter. Qu'un surdoué, justement, il peut ralentir son rythme de parole, mais il s'adapte à l'autre quand il le fait. Il va s'adapter à la personne qui est en face de lui, parce qu'il a appris ça. Que l'aspi, quand il doit s'adapter, ça lui demande un effort monstre. Donc effectivement, vous aurez un aspi qui sera vraiment claqué après avoir fait un échange et un surdoué qui sera un petit peu plus fatigué, mais bon, ça va quoi. Donc en fait, le surdoué, il a des capacités d'adaptation, d'analyse qui sont en fait plus importantes et on peut quelque part parler d'un petit handicap effectivement social possible chez le surdoué, mais généralement qui va se régler au fur et à mesure de la vie parce qu'il va un jour trouver, si ça l'intéresse en tout cas, de continuer de chercher, il va un jour trouver comment faire et au fur et à mesure de sa vie, ça va aller mieux. Ça veut pas dire qu'avec certaines personnes, ça collera toujours pas. Ça veut simplement dire qu'il va mieux sélectionner les personnes avec qui ça peut aller et il va justement plus vite laisser tomber avec les personnes avec qui ça peut pas marcher parce qu'il va sentir, parce qu'il sait analyser, parce qu'il a appris, parce qu'il a été diagnostiqué et parce qu'il sait ce que c'est que la surdouance. Et l'aspi, lui aussi, peut s'adapter à plein de choses, mais à s'adapter surtout à lui-même. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à tout ce qu'il a besoin. Donc, quels sont ses besoins sont importants aussi. Et pour l'un comme pour l'autre, pour le surdoué comme pour l'aspi, faut qu'il se mette au centre de sa vie, c'est vraiment important. L'aspi aura plus tendance à le faire de prime abord, de par son caractère, et à aussi se dire, si l'autre ne s'adapte pas à moi, ce sera pas possible. Donc, du coup, effectivement, il va attendre beaucoup plus de l'autre que le surdoué, hein, même si l'un et l'autre attendent quand même pas mal, parce que, effectivement, quand on n'a pas été dans des relations qui sont nécessairement positives, quand il y a eu beaucoup de rejets et tout ça, on a un besoin d'amour qui est plus grand. Donc, on risque de un peu phagocyter l'autre comme ça aussi, hein, d'aller chercher beaucoup, de demander beaucoup à l'autre. Donc, la dépendance affective est un risque pour les aspis comme pour le surdoué. Effectivement, il faut savoir quel profil on a, justement pour savoir s'adapter à soi. L'aspi sait qu'il aura besoin de solitude à certains moments, surtout quand il aura été très stimulé par l'entourage. Il faut qu'il sache détecter quand effectivement c'est nécessaire de se mettre à distance, quand il a besoin de ça. Savoir aussi qu'il va devoir sélectionner correctement l'endroit dans lequel il vit pour ne pas justement avoir trop de bruit, trop de stimulation, pas avoir des gens agressifs autour de soi. Donc l'un et l'autre sont très sensibles à l'agressivité de l'autre. Donc ils supportent très mal les rejets et surtout les médisances, les critiques, les esprits en fait qui sont moralisateurs, qui sont justement harceleurs, qui sont justement les personnes manipulatrices. Ça va avoir beaucoup d'impact sur l'un comme sur l'autre et généralement ils vont comprendre que très vite, il faut se mettre à distance de ces personnes-là. Donc, ils vont apprendre l'un et l'autre à détecter ces personnes-là parce que c'est un danger pour eux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de similaire et vous aurez compris que le fonctionnement, c'est pas juste, tiens, si je suis hypersensible, c'est forcément que je suis surdoué. Ben non. Si je suis autiste, c'est que forcément je suis aspi. Ben non. Si j'ai un haut QI, c'est forcément que je suis surdoué ou que je suis aspi. Ben non, vous pouvez juste avoir un haut QI sans avoir l'hypersensibilité. Donc, en fait, c'est un petit peu, si vous voulez, dans la vie, si on avait eu une assiette avec un buffet devant nous et on nous a mis dans l'assiette des choses différentes d'une personne à l'autre. Et donc effectivement, avec des degrés différents de sensibilité, avec des possibilités différentes, etc. Et vous aurez chaque fois des personnes bien
différentes, avec des possibilités différentes, des outils différents, des façons du coup de devoir s'adapter à soi, aux autres, etc. possiblement différentes aussi. Donc vous pouvez pas demander à un aspi d'être hyper sociable si ça le stresse énormément, vous pouvez pas demander ça. C'est pourquoi il y a certains aspis qui n'arriveront jamais à avoir un revenu décent, qui n'arriveront jamais à être en couple, ou alors qui le seront avec des personnes qui vont les protéger, vont les aider, vont justement en fait être exactement complémentaire à comment il fonctionne. Donc ça peut fonctionner, hein. Il y a des possibilités pour chacun d'être en couple. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Vous aurez des trajets forcément plus compliqués. Donc ça veut dire que forcément un aspi va prendre plus de temps pour trouver du boulot, pour trouver un compagnon, pour faire des enfants, etc. S'il veut des enfants, c'est quelqu'un peut-être qui ne sera pas très féminine ou qui ne sera pas très masculin, qui va éviter en fait de se positionner clairement, qui va peut-être refuser d'être élégant parce que les vêtements l'ennuient au niveau corporel, alors que le surdoué peut jouer beaucoup de cette féminité ou de cette hyper masculinité en accentuant ça parce que la personne a compris que c'est ça qui attire l'autre sexe, et donc du coup c'est une stratégie en somme pour justement se connecter à l'autre, pour être plus sociable, pour justement avoir cette connexion qui est désirée. Mais en même temps, le surdoué peut aussi se lasser de ça et se dire oh, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est trop facile, donc il me faut quelqu'un avec qui il y a un défi. Et généralement, ce défi-là, il va le trouver chez quelqu'un qui est aussi surdoué, qui aime bien les défis, qui aime bien parcourir le monde, qui aime bien justement se connecter, qui va le pousser comme ça. Et parfois, c'est énervant aussi parce qu'on se dit mais mince, je me pousse déjà moi-même, si l'autre me pousse en plus, mais ça peut créer aussi un stress comme ça, un désir de performance qui est trop haut. Donc effectivement, là, attention de vouloir toujours de la performance quand on est surdoué. J'en avais parlé aussi. Donc voilà, je vais arrêter ce podcast ici parce qu'il est assez long, parce que je suis partie dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur le problème de connexion à l'autre, les problèmes justement de est-ce que je suis sociable ou pas. Attention de trop vite se dire je ne suis pas sociable et c'est comme ça. Ça, c'est dommage, effectivement, quand on renonce complètement à fonder un couple alors qu'on le désire, on a cette possibilité, on ne l'a pas avec beaucoup de personnes, et ben, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas, hein. Donc, effectivement, c'est peut-être plus compliqué, ça peut expliquer que pendant longtemps vous avez galéré, mais surtout, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et c'est ça qui est important de dire, c'est que, ok, peut-être que vous avez des problèmes relationnels, etc., mais n'allez pas comparer avec des personnes qui, effectivement, n'ont pas cette hypersensibilité parce qu'ils n'auront pas ce stress, du coup, ils n'auront pas tout ça à gérer, cette hyperstimulation. Donc forcément, n'ayant pas tout ça à gérer, forcément qu'ils vont parvenir à d'autres résultats. En plus, s'ils sont dans la norme, ils vont se connecter avec d'autres personnes qui sont dans la norme, ils sont plus nombreux, donc forcément, ayant plus de possibilités, ils vont trouver plus vite, etc., etc., etc. Donc chacun part avec son assiette. Je reprends l'idée du buffet. Vous avez dans votre assiette des choses bien différentes. Et donc ne comparez pas ce que l'autre a, parce que la vie vous a autorisé à vivre avec tous ces outils-là, avec toutes ces particularités-là. Et c'est très bien d'être différent, hein. C'est une chance aussi inouïe que d'avoir un QI qui est performant, ce qui est le cas de l'aspi, du surdoué, du haut QI. Donc vous avez 3 profils effectivement qui peuvent passer un test de QI et réussir ce test de QI. Donc attention pour les professionnels qui voient juste quelqu'un qui est au-delà de 130, de se dire « Ah ben donc c'est forcément un surdoué ». Parce que vous avez dans les hauts QI, vous avez quand même des pervers narcissiques qui sont pas du tout dans la sensibilité à l'autre. Je précise bien à l'autre, hein. Donc attention de se dire toute personne au-delà de 130, c'est forcément un surdoué. C'est faux. Toute personne qui est autiste, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'a pas un haut QI. C'est faux. Donc, attention un petit peu, on a tous des particularités et surtout, n'allez pas conclure trop vite certaines choses. Pour être aspi, il y a toute une série de caractéristiques à remplir. Pour être surdoué, il y a toute une série de caractéristiques. C'est pas parce que juste vous êtes hypersensible que vous êtes surdoué. Il y a des hypersensibles qui ne sont pas surdoués. Mais ce ne sont pas des normopensants non plus puisqu'ils sont hypersensibles. Voyez ? Donc là aussi, c'est une particularité. Vous pouvez avoir plusieurs particularités. Être autiste et avoir un haut QI, ce sont 2 caractéristiques qui sont en dehors de la norme, effectivement. Donc un aspi, effectivement, on va les repérer normalement plus vite, sauf les femmes qui s'adaptent très fort, mais généralement les hommes, on va les repérer plus vite comme étant en tout cas en dehors de la norme. Ça ne veut pas dire nécessairement on va leur mettre la bonne étiquette, mais on va en tout cas plus facilement les repérer comme étant hors norme, justement. Le surdoué peut plus s'adapter, donc ça dépend des surdoués. On va les repérer si justement
ils sont plus en révolte. Donc à nouveau, les garçons sont plus faciles à repérer que les filles qui ont ce côté sociable, à plus s'adapter, à plus se conformer, etc. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, hein. Effectivement, tout ça est complexe pour les professionnels pour mettre les bonnes étiquettes. Et ça explique aussi à pas mal de personnes pourquoi vous n'avez pas eu les bons diagnostics directement. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas encore à jour chez beaucoup de professionnels. N'oubliez pas que les personnes qui sont sorties il y a 20 ans de leur étude n'ont pas nécessairement l'envie de s'intéresser aux nouveautés. Alors certains le font et d'autres pas, certains se forment, d'autres pas, mais la plupart des gens ne se forment pas. Pourquoi? Parce que ça demande un effort. La plupart des gens sont pas là pour fournir des efforts, en fait. Même professionnels, même des médecins, psychiatres, etc. Même, je vais dire, quelqu'un qui pourtant est très professionnel dans son métier, va penser qu'il sait déjà. Et donc ça, c'est toujours le risque, effectivement. Les choses évoluent, les choses avancent, et j'espère en tout cas avec cette chaîne aussi qu'il y a pas mal d'informations que certaines personnes n'auront pas eues, que ce soit par les professionnels ou que ce soit pour les professionnels, que certaines personnes vont enfin comprendre qu'il y a des choses qui sont là, qui sont visibles, qui sont à analyser, et qu'au final, tout ce qui est connaissance du fonctionnement humain, on n'est encore qu'au balbutiement, on n'est encore qu'au tout début, et que effectivement comprendre comment on fonctionne, c'est fondamental effectivement pour avancer dans la vie, avancer surtout avec moins de douleur, hein, c'est-à-dire moins de dépression, moins d'état d'âme négatif, moins de désespoir aussi. Quand on sait que c'est possible, bah déjà on sait que c'est possible, hein, donc il y a moins de désespoir, on se dit ok, j'ai encore une chance à jouer, j'ai au moins une carte à jouer, je vais la jouer, quoi. Donc ça permet que, effectivement, si vous vous donnez une chance supplémentaire, eh bien, vous pourriez beaucoup plus, statistiquement en tout cas, vous allez forcément avoir plus de chances aussi de réussir à avoir ce que vous désirez dans la vie et donc à être épanoui. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. Ah, ciao, bye bye!